aujourd'hui, on va parler de la. Merci David pour la. Ça va être enregistré. Donc, ça va être remis après, justement, ça va être diffusé sur les chaînes YouTube des dialogues, justement, pour le permettre à toutes les personnes qui n'ont pas pu assister à la présentation de le revoir en rediffusé. Avant tout, je voudrais commencer par faire une reconnaissance territoriale. Donc, on est un peu partout au Québec, mais c'est important de démontrer que le Québec est le foyer depuis des temps immémoriaux des ancêtres des Premières Nations et des Inuits. Donc, en tant qu'organisation active dans diverses régions de la province, nous reconnaissons que bon nombre d'entre nous sont des personnes allochtones vivant et travaillant sur des territoires traditionnels des premiers peuples de cette terre. Donc, nous remercions les peuples autochtones qui ont et qui sont toujours été les gardiens traditionnels de ces territoires. Donc aujourd'hui, on va parler tous ensemble de connectivité écologique, donc vraiment comme une occasion de collaboration pour tous les acteurs. Donc on sait que la biodiversité, les écosystèmes, ça offre des opportunités extraordinaires de façonner l'aménagement du territoire, que ce soit au niveau de l'agriculture, de la foresterie, du rôle des municipalités. Donc aujourd'hui, on a un beau groupe de panélistes qui est présent pour en discuter tous ensemble ce midi. Donc, on a Marie-André Tougat-Tellier, donc, qui est responsable de l'initiative québécoise des corridors écologiques, donc au sein de Conservation de Nature Canada. On a également Valérie Ebaché qui travaille à Vivre en Ville, donc elle est coordinatrice en aménagement du territoire et en urbanisme, donc au sein de cet organisme. Également Catherine Moticone qui est chargée de projet à la direction principale du développement de la conservation, donc au MELCCFP, donc au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et également Vincent Garneau, directeur général du groupement forestier Québec. Donc bonjour à vous quatre. Donc sans plus tarder, je commencerai un peu par briser la glace, plus vers Catherine je t'interpellerai pour justement nous parler un peu plus pour nous aider à bien définir ce que c'est la connectivité écologique et son importance. Bien sûr, merci Adam, en fait, de commencer par cette question-là pour qu'on soit certain là, de bien comprendre la thématique d'aujourd'hui. Si je peux proposer une courte définition qui provient du plan Nature 2030, en fait, la connectivité écologique, c'est la capacité de permettre le mouvement sans entrave des espèces et le flux des processus naturels qui entretiennent la vie sur Terre. Donc, si je peux me permettre une analogie, c'est un peu comme ma maison. Chez moi, je peux en fait passer ma chambre à coucher, aller facilement à ma salle de bain, puis aller dans ma cuisine. Donc, c'est un beau noyau de conservation un peu. Mais quand mon frigo est vide, je dois me rendre à l'épicerie. Donc, pour me rendre à l'épicerie, je vais parcourir là, des chemins ou des routes de façon sécuritaire pour m'y rendre. Et c'est ce qu'ont besoin aussi les autres espèces. Donc, ils doivent se disperser, se déplacer pour assurer leur survie, s'assurer de combler tous leurs besoins, l'alimentation, la reproduction, l'abri, se reposer, etc. Et ils doivent aussi s'adapter à différentes saisons, différents changements de leur habitat aussi, comme les changements climatiques. Donc, la connectivité est vraiment centrale si on veut venir stopper et renverser la tendance de perte de biodiversité. Merci, ça fait quand même très imagé pour introduire un peu ce que c'est la connectivité. J'irai avec un peu plus pour comprendre un peu maintenant à l'échelle de vos organismes, slash ministère, pour toi, Catherine, comment vous agissez en fait pour la connectivité écologique. Donc, Valérie, si tu veux commencer. Oui, je vais me lancer. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être là. Je ne sais pas si vous connaissez toutes et tous Vivre en Ville. Vivre en Ville, c'est une organisation d'intérêt public. Ça fait 30 ans maintenant qu'on existe. Et on travaille sur plein de sujets, dont les corridors écologiques, mais beaucoup plus largement là, sur d'autres thématiques. Ça va de l'habitation à la mobilité, à l'alimentation. Grosso modo, on s'intéresse à comment aménager notre territoire, nos milieux de vie, pour réussir à concilier finalement tous ces enjeux-là qu'on rencontre dans les municipalités au service de la qualité de vie des gens, de leur santé, puis aussi du respect de la capacité des écosystèmes. Donc concrètement, Vivre en Ville ne va pas faire des corridors écologiques, donc on n'est pas dans le faire, on est beaucoup plus dans le soutien aux acteurs, et notamment aux acteurs municipaux. On sait qu'il y a déjà plein de belles choses qui se font à travers tout le Québec en matière de connectivité, mais nous, on s'intéresse à comment les MRC, les municipalités peuvent mettre l'épaule à la roue, en fait, pour déployer plus efficacement ces corridors écologiques-là, ou mieux les conserver. Donc, on va être notamment dans le relais, justement, des bons coups, des outils qui existent déjà. On va être aussi dans la documentation de ce qui se fait actuellement dans les MRC et les municipalités, de ce qui fonctionne bien, puis des défis aussi qu'elles rencontrent. Puis on va également offrir des occasions de formation diverses pour outiller, renforcer les capacités des acteurs municipaux en collaboration avec les autres acteurs, dont les maîtres d'œuvre là, de l'EQC.
Merci beaucoup. Kateri, tu voudrais enchaîner? Bien sûr, en fait, si on parle du MLCCFP, c'est quand même plus de 3000 employés, donc c'est très vague. Mais si je reviens plus à mon poste, à moi, mon rôle à moi, si je regarde juste la connectivité écologique, je peux dire que je m'implique sur deux chantiers concernant la connectivité. Ma principale responsabilité, pardon, c'est avec mon collègue Marc-Olivier de venir développer en fait un outil de conservation qui favorise, entre autres, la connectivité écologique à long terme. Puis, un deuxième chantier sur lequel je travaille, qui est mené avec plusieurs collègues, là, c'est de voir comment on peut favoriser la synergie et l'arrimage des connaissances, des stratégies, des projets en matière de connectivité écologique au sein de notre ministère, au sein du gouvernement même, puis également entre les initiatives majeures. Donc, on peut penser là, à la collaboration avec l'initiative québécoise Corridor écologique ou encore le groupe de travail sur la connectivité des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada, ou l'initiative Staying Connected également qui vise la connectivité à travers les Appalaches nordiques et de l'Acadie. Donc, c'est un peu mes deux rôles au niveau de la connectivité écologique. Merci beaucoup. Vincent, toi, comment tu agis pour la connectivité écologique au sein Oui, de mais Groupement bon, Forestier? Ouais. bonjour à tous. Je vais faire un petit peu comme Valérie juste au départ, nous présenter Groupement Forestier Québec. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette organisation-là, mais bref, c'est une organisation, c'est une association provinciale qui permet de regrouper près de 29 000 propriétaires de boisés au Québec. Donc, les propriétaires de boisés se regroupent au sein de groupements forestiers. Puis nous, on est l'association provinciale qui fait la représentation, mais qui offre aussi des services et qui partage les connaissances. Bref, c'est un peu dans notre rôle au niveau de la connectivité écologique, c'est un peu là qu'on le voit. C'est beaucoup dans le partage de connaissances, d'expertise, les liens avec le milieu de la recherche aussi. Il y a des dossiers que les connaissances ou les besoins des propriétaires sont exprimés, par exemple, clairement, concrètement, comme je dirais l'adaptation des forêts au changement climatique. Il y a plusieurs propriétaires qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là aujourd'hui. Je dirais que la connectivité, c'est un peu plus abstrait. C'est pas une demande qui arrive des propriétaires, mais je pense que ça, c'est une des approches qu'on a, c'est de faire véhiculer cette information-là à notre niveau vers les propriétaires, puis rendre ça plus concret pour les propriétaires. Puis une des façons d'y arriver, c'est ça, pour bien comprendre comment on peut jouer notre rôle, mais c'est de faire partie de l'initiative québécoise des corridors écologiques. Donc, c'est la première étape. Puis, je pense plus tard dans les questions, je vais vous expliquer un peu comment on a réussi à faire passer de l'abstrait vers le concret. Super, merci beaucoup, Vincent. Marie-André? Oui, mais ça fait vraiment plaisir d'être là pour parler de connectivité, surtout avec des partenaires là, qui tournent autour de l'initiative et qui proviennent de différents milieux. Je pense que c'est vraiment à l'image, en fait, de ce qu'on fait dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique ou l'IQCE de son petit nom. Dans le fond, moi, comme tu l'as dit là-dedans, là, je coordonne l'initiative à partir de Conservation de la Nature Canada, donc une organisation qui coordonne l'initiative, mais vraiment en étroite collaboration avec un très grand nombre de partenaires. Dans le cadre de l'initiative, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est d'abord et avant tout de connecter des gens, d'arrimer des efforts afin qu'on réussisse à avoir des visions communes, puis aussi des plans de match, des plans d'action communs pour accélérer la conservation de milieux naturels interconnectés. Notre approche, elle est vraiment collective, elle est axée sur l'aménagement du territoire. On passe par différents moyens, entre autres toute la connaissance entourant la connectivité écologique, puis quand je dis connaissance entourant la connectivité écologique, c'est autant sur les écosystèmes naturels que sur plus les écosystèmes humains qui doivent aussi être activés là, pour s'assurer de la conservation de la connectivité écologique. On travaille beaucoup au niveau de la collaboration, la mobilisation, l'accompagnement des parties prenantes. On a aussi un volet de mise en œuvre, donc de mettre en place des actions sur le terrain qui contribuent à la connectivité écologique. Puis finalement, bon, on a aussi des actions là, qui sont plus au niveau de l'inspiration, puis de s'assurer qu'on soit un grand nombre de parties prenantes là, à intervenir pour la connectivité écologique. Puis tout ça se fait dans un cadre à la fois intersectoriel, puis aussi là, à plusieurs échelles en simultané. Super, merci beaucoup. Ben, on voit qu'il y a quand même une diversité, un peu comme tu mentionnais, Marie, André, vraiment beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la connectivité. Puis c'est un peu l'objectif aussi de travailler tous ensemble pour la conservation de la biodiversité. Puis on sait que ça prend une multitude, justement, une multitude d'acteurs, beaucoup de collaborations pour protéger la biodiversité.
Donc, une petite question à tous aussi pour voir un peu comment se passe justement l'intégration de la connectivité dans vos secteurs pour conserver la biodiversité. Donc, je commencerai par toi, Catherine. Oui, il faut effectivement prioriser l'approche globale de la société parce que, on le mentionne, on a vraiment tous un rôle à jouer et on ne peut pas y arriver seul. Donc, le gouvernement a certainement un rôle central à jouer à travers tout ça. Donc, par exemple, on participe à la création d'orientations, de plans d'action, d'outils qui viennent valoriser la connectivité. On peut penser entre autres au plan Nature 2030 qui mentionne l'importance de la connectivité, les nouvelles orientations gouvernementales d'aménagement du territoire qui demandent aux MRC d'identifier leur corridor écologique à travers leur schéma, hein, ou encore le plan d'action de développement durable du ministère des Transports et de la mobilité durable qui identifie comme prioritaire l'intégration en fait de l'enjeu de la connectivité écologique dans l'exploitation du réseau routier. Donc, c'est des orientations et des plans qui permettent souvent de faire des pas majeurs en conservation. On vient aussi soutenir financièrement là, des acteurs qui jouent un rôle clé en connectivité écologique, dont à travers l'initiative québécoise Corridor écologique, si je peux donner un exemple. Puis, on soutient également la mise en œuvre d'un site web que je vous invite à visiter si vous ne le connaissez pas déjà, qui se nomme connectivitéécologique.com. Puis finalement, je peux mentionner qu'on émet aussi des avis ou des recommandations via nos conseillers et puis nos analystes régionaux. Donc, tous ces exemples-là du rôle que joue le gouvernement, on voit aussi que ça favorise la collaboration puis l'atteinte de résultats concrets sur le terrain qui est bénéfique pour la biodiversité et la lutte au changement climatique. Merci, Catherine. Vincent, tu voudrais y aller un peu avec. Oui, ben en fait, dans le milieu forestier, de ce qu'on observe, l'intégration des connaissances sur la connectivité, honnêtement, franchement, il y a une intégration à des niveaux qui sont variables. C'est normal, c'est humain, la connaissance, elle arrive de façon variable aussi, évolutive. Donc, je dirais qu'au niveau des groupements forestiers, il y a des régions où il y a une très bonne proximité avec les maîtres d'œuvre, puis il y a des régions où c'est en développement. Donc, on ne peut pas dire qu'on prend en compte partout la notion de connectivité écologique à ce jour, mais on est sur la bonne voie. Donc, puis je dirais au même titre, exemple, les connaissances, les cartes de connectivité qu'on a au Québec, mais ils évoluent, ils ne sont pas tous prêtes non plus. Ils vont continuer à évoluer dans le temps. Mais sinon, aussi, comme cette évolution notable qu'on a vue, ben, il y a de l'engouement pour une planification forestière en forêt privée qui est ajouté, ben, on parle souvent des plans d'aménagement forestier bonifiés ici, donc dans le milieu, où on intègre des éléments sensibles, des nouvelles informations, des nouvelles connaissances. Là, actuellement, il y a beaucoup d'engouement là, pour ce type de plan-là, mais la connaissance spécifique pour nous permettre d'intégrer les notions de connectivité, c'est à vitesse variable, mais on est sur la bonne voie. Merci beaucoup, Vincent. Valérie? Oui, mais en fait, un des leviers principaux dont disposent les MRC et les municipalités, c'est leur responsabilité, leurs compétences en aménagement du territoire puis en urbanisme. C'est une façon concrète et structurante, en fait, de venir contribuer à conserver, à consolider, voire à bonifier les corridors écologiques. Fait que, tu sais, on pourrait rentrer plus dans le détail, je pense, tout à l'heure, là, mais grosso modo, les MRC et les municipalités peuvent planifier leur territoire. Ils ont des outils de planification prévus à la loi pour ça. Peuvent encadrer la transformation du territoire à travers leur réglementation d'urbanisme notamment, puis peuvent aussi stimuler un peu cette transformation-là en venant intervenir ou en venant supporter l'intervention de la part d'autres acteurs. Donc, ça a un rôle très, très structurant à jouer, en fait, cette compétence-là en aménagement du territoire des MRC et des municipalités. Vincent le nommait pour le domaine forestier, mais encore là, c'est variable, là, le niveau d'avancement d'une région à l'autre au Québec, mais dans tous les cas, tout le monde n'aura pas le choix que de s'approprier un peu cette question-là dans les MRC, parce que Catherine le disait, dans le cadre des nouvelles OGAD, donc les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, il est prévu que la révision des schémas d'aménagement intègre la question des corridors écologiques. Donc, on n'aura pas le choix que de mettre l'épaule à la roue finalement, puis de le faire avec les partenaires qui sont ici aussi, là. Merci beaucoup. Marie-André? Ouais, le rôle de l'initiative dans l'initiative québécoise Corridor écologique, dans tout ça, c'est un peu d'attacher les ficelles, là. Fait que, on le sait que la connectivité, c'est souvent sur de très grands territoires, il y a beaucoup d'acteurs impliqués. Donc, le rôle qu'on joue, c'est d'un peu assurer une cohérence dans tout ça, faire en sorte que les bons acteurs aient les bons outils en main également. Donc, on travaille principalement à deux échelles, à un niveau régional puis au niveau provincial. D'abord, au niveau régional, on le fait en collaboration avec les maîtres d'œuvre régionaux, fait, qui ont déjà été nommés. Donc, c'est
un groupe d'organismes en environnement qui agissent vraiment comme leaders dans leur région pour s'assurer que la donnée est là, les outils sont là. Puis aussi qu'il y a une vision qui est rassembleuse, partagée autour de la connectivité pour chacune des régions administratives. Donc, actuellement, autour de l'IQC, là, il y a 11, on couvre 11 régions administratives là, via 10 organismes qui sont nommés comme maîtres d'œuvre régionaux. Puis en simultané, on travaille aussi à l'échelle provinciale. Donc là, on a des comités thématiques pour vraiment activer la discussion. Donc, entre autres, un comité thématique connectivité écologique et agriculture, connectivité écologique et foresterie, puis connectivité écologique et milieu municipal. Puis l'idée, c'est vraiment de s'asseoir autour d'une même table, voir, tu sais, de part et d'autre, c'est quoi le vocabulaire, c'est quoi les outils, puis comment on peut bien travailler ensemble pour faire avancer la conservation de la connectivité écologique dans chacun de ces milieux-là. Donc, vraiment beaucoup d'acteurs. On sait, au niveau de l'IQC, là, c'est assez. On pourrait faire un panel. Il y a je pense, que c'est une centaine de personnes et plus qui sont impliquées. C'est quand même assez impressionnant. Pour aller un peu plus peut-être dans le concret, je vous inviterai un peu aussi encore à tous. Si vous avez des exemples de projets qui vous ont marqué ou que vous avez en tête comme modèle de collaboration pour donner peut-être un peu plus de concret ou inspirer un peu notre audience. Donc, Catherine, tu veux te lancer? Oui, bien sûr, mais je commencerai peut-être par un souhait. En fait, ça me fait penser à mes collègues là, qui ont mentionné les agates là, qui sont là puis qui demandent au MRC en fait d'identifier leur corridor écologique. Donc, je ne sais pas si c'est déjà fait, tant mieux si c'est déjà fait, mais en tout cas, de voir une collaboration entre les MRC, entre elles, pour vraiment identifier leur réseau clé avec un objectif de conservation clair, puis de profiter de toute la ressource disponible avec l'expertise des maîtres d'œuvre de l'Initiative québécoise corridor écologique. Ce serait certainement une collaboration très bénéfique pour tous. Mais pour revenir à la question aussi, je vais peut-être voler un petit punch de Marie-André qui coordonne l'Initiative québécoise corridor écologique, mais je pense que les QCI puis le mouvement que cette initiative-là a créé sont vraiment très impressionnants puis inspirants pour le Québec et au-delà. Le fait que des organismes de conservation avec tous les partenaires impliqués adoptent une véritable collaboration, c'est-à-dire de faire la co-création, d'avoir un leadership partagé, d'avoir un engagement vers la réussite collective plutôt que la reconnaissance individuelle ou la reconnaissance de l'organisme, c'est vraiment un type de collaboration qu'on doit voir de plus en plus là, dans le contexte de multiples crises qu'on vit. Juste un autre point rapidement aussi, la collaboration avec les acteurs forestiers en temps privé, là, puis les organismes de conservation, c'est super inspirant. Là. Vincent va en parler certainement davantage. Mais si je peux ramener un exemple de collaboration plus au niveau du gouvernement du Québec, pour en nommer juste un, je pense que je mettrais de l'avant en fait le ministère des Transports puis de la mobilité durable qui a fait vraiment un pas là, notable en connectivité. C'est sûr que ça fait plusieurs années qu'il s'engage quand même de différentes façons au niveau de l'écologie routière. Il était même l'hôte d'une conférence sur l'écologie routière il y a une certaine époque pas très lointaine. Puis ils ont vraiment des super beaux passages phoniques installés là, au niveau de la 175, qui est un terrain de jeu super intéressant pour en apprendre davantage sur les passages phoniques. Plus récemment, au niveau de l'autoroute 85, c'est vraiment des exemples forts. Mais dernièrement, il y a eu une officialisation majeure, je trouve, là, de venir justement mettre l'enjeu de la connectivité clairement comme prioritaire au niveau de leur plan d'action et du développement durable. C'est vraiment une excellente nouvelle. Il y a de quoi s'en réjouir, mais en plus, un point très important, c'est que toutes les actions par rapport à cet enjeu-là du ministère des Transports et de la mobilité durable sont en lien avec les maîtres d'œuvre de l'Initiative québécoise corridor écologique afin de s'assurer de travailler sur les mêmes corridors, d'identifier des passages phoniques prioritaires puis d'optimiser en fait les efforts de chacun. Donc, c'est vraiment un bon coup à souligner. Puis ça rappelle à quel point la connectivité écologique, c'est pas seulement une affaire en fait du ministère de l'Environnement. L'exemple du ministère des Transports et de la mobilité durable, c'est un bon coup à valoriser certainement. C'est vraiment intéressant de voir l'implication de ce ministère-là de la mobilité. Je pense que c'est vraiment pertinent, puis on le voit de plus en plus, qui participent aussi avec de nombreux biologistes qui viennent aux différents colloques. Donc, c'est très inspirant. Vincent, si Ouais, tu avais un exemple aussi. tantôt en introduction, je parlais qu'on allait amener des projets concrets, donc on va essayer d'en nommer un ici, puis il est vraiment important pour nous autres. Je l'ai souligné tantôt, la bonification de la planification forestière, de nouvelles connaissances sur des éléments sensibles, par exemple, qui apparaissent sur une propriété. Ça paraît peut-être banal, là, mais il n'y a même pas si longtemps que ça, 7, 8, 9 ans. C'est quand même pas évident de vraiment
euh, savoir quoi faire quand on avait une présence d'une espèce menacée, vulnérable. Notre premier réflexe, c'était faire cloche de verre. Puis au final, on se faisait souvent dire aussi dans le milieu forestier, ouais, vous tenez pas compte comme il faut des espèces menacées vulnérables. Puis là, on regardait c'est quoi les outils qui étaient à notre portée. Puis on avait une cartographie qui était quand même floue, là, un grand territoire qui était beurré à grandeur juste pour être certain qu'on protège bien. Puis c'était correct, c'est une mesure préventive. En fait, on s'est regroupé puis on s'est dit, est-ce qu'il y a des mesures vraiment spécifiques pour chacune des espèces, puis comment qu'on va gérer cas par cas pour vraiment être capable de donner les bonnes informations aux propriétaires. Puis en fait, on a regroupé le milieu scientifique, les gens qui sont ici aussi autour de la table avec CNC, la Fondation de la faune, des agences régionales de mise en valeur des forêts privées pour regarder, mais finalement, c'est quoi les traitements vraiment spécifiques à mettre en place pour protéger ces habitats-là. Puis là, on est vraiment allé raffiner nos connaissances en lien avec la science. Puis là, ça donne de la crédibilité à tout ce mouvement-là. Puis je pense qu'on est allé dans le bon sens, puis il nous reste quand même du travail à faire dans ce sens-là, mais il y a un bon bout de chemin de fait. On a à peu près 50 fiches d'informations sur des espèces sensibles où là, on a tout intégré, dans le fond, ces informations-là dans nos systèmes de gestion, dans tous nos systèmes de planification forestière. Quand on vient rencontrer un propriétaire, le professionnel, il a déjà toute la connaissance entre les mains pour donner l'information au propriétaire. Donc ça, c'est des clés importantes. Maintenant, on est rendu à un déploiement provincial aussi de ces initiatives-là. Avant, des PFB qu'on appelle, là, c'était juste des projets pilotes à gauche, à droite, quelques propriétaires. Là, on est vraiment dans un changement plus important, là, déploiement provincial. Il y a d'ailleurs un financement qui est offert là, pour accélérer cette transition-là, qui est offert par le ministère de l'Environnement en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles. Donc, c'est apprécié. Puis on continue dans ce sens-là. Ça ouvre la voie. Donc, peut-être juste un élément avant de passer la POC. C'est sûr qu'au Québec, c'est pas tous les propriétaires qui ont un plan d'aménagement forestier, qui ont un professionnel qui vient accompagner, qui va bien les guider si on a des espèces, des milieux sensibles, etc. Donc, ça, c'est un des enjeux. Donc, on essaie d'être plus présent encore, mais nous autres, on regroupe à peu près 30 000 producteurs forestiers, des propriétaires forestiers. Il y en a quand même 160 000 au Québec. Là. Donc, ça, c'est quand même à prendre en compte. Ouais, c'est beaucoup. Puis c'est intéressant de voir l'aspect scientifique justement qui amène à toute cette collaboration. Valérie, je sais que tu as aussi un bel exemple à présenter avec la démarche de PRMHH. Oui, mais en fait, j'avais comme le goût de mettre en lumière de manière plus générale le travail collaboratif qui se fait en Estrie parce que j'ai l'impression qu'ils ont un fort réflexe collaboratif. Tu mentionnes les PRMHH, effectivement, PRMHH, donc plans régionaux des milieux humides et hydriques, voire même PRMN, là, donc pour les milieux naturels de manière plus générale. Il y a eu donc la démarche estrienne qui a été faite de mise en commun de l'acquisition de connaissances, de se doter de critères aussi partagés pour la prise de décision dans quels sont les milieux d'intérêt. Certains de ces PRMN-là ou PRMHH considéraient la connectivité aussi. Donc, c'est un beau travail inter-MRC. Là. Catherine mentionnait tantôt l'importance de travailler avec nos MRC voisines parce que les corridors ne connaissent pas de limites administratives. Puis d'ailleurs, mentionnons-le, là, dans les EGAT, il est prévu que les MRC doivent considérer en fait le couvert forestier et les milieux naturels dans les MRC voisines si elles sont adjacentes à leur propre territoire. Donc, c'est inclus dans les attentes en fait. Donc, oui, effectivement, il y a la démarche estrienne autour des PRMHH, mais il y a aussi tout ce qui se fait de collaboratif avec Corridor Appalachien, là, je pense aux montagnes vertes notamment. Donc, Corridor Appalachien qui fait un travail de fond, en fait, avec les mairies et les municipalités depuis des années et qui continue de se rassembler autour des rendez-vous des montagnes vertes pour voir finalement comment aborder certains enjeux communs, puis continue à se former sur ces questions-là, puis prendre des orientations partagées ensemble. Là. Donc, je trouve que c'est un exemple, en fait, de démarche fructueuse de collaboration et entre MRC, municipalité et avec le maître d'œuvre en connectivité. Donc, une région collaborative dans son ensemble, finalement. Ouais, c'est vrai que ça bouge beaucoup avec Corridor Appalachien et tous ses partenaires. Euh, Merci beaucoup de partage. Marie-André?
Ouais, ben, tu sais, Valérie t'a nommé limite administrative, là, c'est souvent quand même une contrainte quand on pense à la conservation de la biodiversité parce que la majorité des outils qu'on a pour tu sais, planifier, aménager le territoire, ben, c'est toujours lié à une certaine forme de limite administrative. Qu'elle soit territoriale ou même des fois là, tu sais, sectorielle là, par rapport aux différents acteurs, alors que finalement, la biodiversité, puis particulièrement dans le contexte de la connectivité écologique, mais on est toujours au-delà des limites administratives. Fait que ça nécessite définitivement un effort de travailler ensemble, ce qui est pas facile, fait que ce qui est nécessaire, mais pas facile. Fait qu'il faut vraiment savoir comment aborder finalement cette complexité-là. Puis c'est une question de fond là, qu'on se pose dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique depuis le début de l'initiative en 2017. Puis ben, on a regardé un peu à l'international, tu sais, qu'est-ce qui se fait pour essayer de trouver des solutions par rapport à ce défi d'envergure-là. Puis ce qu'on voit en fait, c'est que de mettre en place des planifications concertées à l'échelle de la connectivité écologique, fait vraiment, tu sais, à l'échelle d'une zone de connectivité prioritaire, mais ça peut réellement permettre tu sais, des gains concrets au niveau de la mise en œuvre là, puis de la conservation de la connectivité écologique. Entre autres, on a travaillé avec un partenaire américain le Center for Large Landscape Conservation, qui avait déjà développé ce genre de projet-là ailleurs à l'international. Donc, ils nous ont aidés en fait à voir comment les modèles qui existaient déjà pouvaient être adaptés au Québec. Puis actuellement, il y a 5 projets là, de projets pilotes, là, si on veut, de planification concertée à l'échelle d'une zone de connectivité prioritaire qui sont en cours. Ils prennent tous une couleur différente là, selon les régions. Donc, entre autres, il y a un projet de planification concertée comme ça pour la zone là, Plaisance-Tremblant. Donc, on est à l'échelle de 2 régions administratives, plusieurs MRC, vraiment beaucoup de municipalités. Il y a aussi la zone Oka-Tremblant pour laquelle il y a la même type de démarche. Fait que dans les 2 cas, là, les planifications vont sortir cet automne. Le même genre de démarche encore là, pour le corridor du Sud-Ouest en Mauricie. Donc là, un plan qui a déjà été publié, qui est en train d'être mis en œuvre. Une toute nouvelle démarche qui est sur laquelle qui débute là, pour relier les montagnes frontalières là, près des lignes américaines jusqu'au lac Saint-Pierre ou avec le fleuve Saint-Laurent. Puis finalement, une démarche très similaire, mais qui a pris peut-être une autre tournure là, en Gaspésie, où est-ce que finalement la connectivité a été intégrée comme indicateur là, dans la planification forestière avec la TABGER. Fait que dans l'ensemble de ces cas-là, c'est vraiment de rassembler des acteurs en aménagement du territoire puis de s'assurer qu'il y a une vision commune, une vision rassembleuse, puis aussi un plan d'action qui est partagé. Fait que chacun des acteurs en aménagement du territoire peut repartir avec des actions, un peu comme chacun qui vient mettre son morceau de casse-tête là, sur le territoire pour réussir à maintenir une connectivité qui fait du sens au niveau écologique. Ah, super, merci beaucoup. C'est vrai que le temps file, j'ai quand même des petites questions un peu plus individuelles pour essayer de creuser un peu plus au sein d'un peu chacun vos rôles ou vos projets. On pourrait se donner un petit 3-4 minutes par personne, mais j'aimerais ça, Marie-André, que tu nous parles un peu plus justement de comment l'IQC, ça amène justement une cohésion territoriale pour la connectivité. Ouais. Ben, tu sais, je fais le lien directement avec l'exemple de projet que je viens de donner. Puis d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur certains de ces exemples-là, il y a un article dans le Natura, donc le magazine du Environnement, fait que ça vaut la peine d'aller lire ça. Fait que, tu sais, quand on embarque dans cette complexité-là, où il y a plusieurs parties prenantes, chacune des parties prenantes a des valeurs, des priorités différentes, il y a une certaine forme quand même d'incertitude. Là. La science de la connectivité, elle se développe au fur et à mesure qu'on met en place les actions de conservation. Ben, c'est vraiment essentiel de pouvoir avoir du temps et des ressources pour avoir des conversations intersectorielles. On le sait, la connectivité écologique, pour réussir à la conserver, il y a une multitude d'outils. Donc, on va aller de la protection à la restauration jusqu'à l'utilisation durable. Puis, c'est via un grand nombre d'acteurs qu'on va pouvoir utiliser des outils dans chacune de ces stratégies-là. Donc, pour arriver à un plan de match concerté, à un plan de match qui fait du sens aussi pour chacun des secteurs là, concernés, ben, on doit, je pense, prendre du temps pour se parler, se connaître. Puis c'est une grosse partie du travail qui a été fait dans le cadre de l'IQC depuis 2017, de prendre du temps, de s'asseoir, de parler. Des fois, ça va être aussi simple que juste de s'attacher sur du vocabulaire. Après ça, de voir c'est quoi les outils que chacun utilise de part et d'autre, venir bonifier un petit peu ces outils-là. C'est une grosse partie du travail qui a été fait, entre autres, là, avec Groupement Forestier Québec, encore, ou avec l'exemple du MTMD, je pense que c'est un autre bon exemple. L'idée de mettre en place, le MTMD a une compétence pour les passages phoniques. Après ça, les organismes de conservation peuvent faire des projets de protection de part et d'autre pour s'assurer que
au niveau du territoire, il y a vraiment un fil conducteur pour la connectivité écologique. Mais je pense que de prendre du temps pour s'asseoir autour de tables régionales, de tables intersectorielles aussi, c'est vraiment essentiel pour apporter une cohérence entre les acteurs, une cohérence territoriale, finalement une cohésion autour de ces projets-là. Merci beaucoup. Puis merci aussi Valérie, je vois que tu as repartagé justement la revue du Natura en ligne. Là. Donc, c'est un petit projet que nous, on fait au réseau des milieux naturels protégés. Je te passerai la balle aussi pour continuer justement, Valérie, pour voir un peu, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus justement du rôle des MRC ou des villes? Qu'est-ce qu'elles font en fait pour favoriser la connectivité? Oui, puis j'en profite pour dire que suivant l'article en fait de l'IQC dans Natura, vous allez aussi trouver un article de Vivre en ville, mais qui permet de faire le lien entre la démarche en conservation pour la connectivité, puis la démarche peut-être plus traditionnelle en urbanisme, donc comment finalement rallier les deux. Je disais tout à l'heure, les MRC et les municipalités en matière d'aménagement du territoire peuvent planifier le territoire, encadrer sa transformation, puis stimuler ou intervenir peut-être plus directement sa transformation pour accélérer sa transformation. Donc, puis je propose peut-être en 3 minutes de refaire un peu le topo sur concrètement c'est quoi les outils dans chacun de ces rôles-là. En matière de planification, bon, il y a des outils de planification qui sont liés plus directement aux questions environnementales ou à la nature, là, donc PRMHN, stratégie de conservation, stratégie de biodiversité. La présence des corridors écologiques est de plus en plus explicite dans ces outils-là, sans grande surprise. C'est une bonne porte d'entrée. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que la question de la connectivité commence à percoler aussi dans d'autres outils qui ne portent pas spécifiquement sur la conservation, mais où la connectivité finalement est intégrée à la réflexion. Je pense à des exemples de plans de densification. Donc, on est sur des questions de gestion de l'urbanisation, mais qui viennent considérer la présence de corridors écologiques pour mieux orienter justement quels sont les secteurs à consolider puis où accueillir des habitations. Je pense aux plans de développement de la zone agricole aussi, donc les PDZA, qui peuvent considérer aussi le territoire agricole comme un lieu de connectivité écologique, puis donc de mieux considérer la présence de coulées agricoles, de friches, de cours d'eau et de bandes riveraines. Donc, de finalement venir croiser les enjeux pour, à travers différentes stratégies, améliorer la connectivité du territoire. Ensuite, ben, tout ça doit, dans l'idéal, percoler jusqu'aux outils de planification qui ont une valeur légale peut-être supplémentaire qui permettent d'opérationnaliser véritablement ces choix-là qui sont faits, là, c'est-à-dire dans le schéma d'aménagement, dans le plan d'urbanisme. C'est ce qui va permettre de venir concrétiser un peu plus tout ça vers les outils de réglementation. Ça, c'est un peu le deuxième pôle, la deuxième dimension d'intervention des municipalités et des MRC. Là. C'est tout ce qui relève de l'encadrement réglementaire. Parmi les outils qu'on voit le plus utilisés, il y a évidemment tout ce qui est des dispositions sur l'abattage d'arbres, donc dans le règlement régional ou dans le règlement de zonage. Il y a ce qui relève aussi des bandes riveraines, sans trop de surprise. Mais on voit aussi beaucoup d'outils de nature plus discrétionnaires là, qui viennent établir finalement des critères et des objectifs pour orienter comment sont développés des sites qui se trouvent dans les corridors écologiques pour justement minimiser l'impact de cette construction-là, puis maximiser en fait la connectivité écologique. Donc, avec l'intégration de critères là, plus spécifiques dans des outils comme les PIIA, donc les plans d'implantation et d'intégration architecturale, ou les PAE, donc les plans d'aménagement d'ensemble. Donc, ça fait partie de la banque d'outils réglementaires là, dont disposent les municipalités. Puis, finalement, je parlais tantôt d'assumer un leadership peut-être un peu plus grand dans l'intervention, dans la stimulation d'intervention sur le territoire. Donc, ça peut être à travers les terrains municipaux, de mieux faire en fait sur nos propres terrains municipaux finalement, ou d'accompagner, de sensibiliser ou de soutenir même financièrement l'intervention sur les terrains privés. Donc, des exemples en vrac, il y a des municipalités en fait qui vont soutenir des démarches de conservation volontaire pour accélérer finalement la conservation sur des terrains qui se trouvent dans les corridors écologiques. Il y en a d'autres qui vont, à travers, par exemple, la création d'un parc régional, prendre à bras-le-corps un peu la question de la connectivité, puis se dire qu'ils vont venir consolider finalement ce corridor-là à travers leurs propres outils municipaux. Là, je pense au MRC plus spécifiquement. Les municipalités aussi qui disposent de terrains le long des cours d'eau qui traversent leur ville peuvent, notamment en restaurant certains terrains ou en assurant des bandes riveraines généreuses, s'assurer que ces cours d'eau-là assurent le rôle de corridor écologique aussi. Puis il y a aussi du soutien financier qui peut être octroyé à différents acteurs, notamment aux agriculteurs, donc de venir compenser finalement des pertes qui seraient liées à la conservation de milieux naturels en territoire agricole. Ça fait partie des compétences municipales des MRC des municipalités. Donc, ça peut être aussi avec du soutien financier là, qui active un peu les interventions en terrain privé. Puis, à travers tout ça, puis là, on le dit tout à l'heure, mais il y a aussi le rôle, en fait, de collaborer pour s'assurer que
toutes ces actions-là qui sont mises en place par les municipalités et les MRC ben, répondent véritablement aux besoins en matière de connectivité puis soient cohérentes à différentes échelles et avec différents secteurs. Donc, une fois de plus, la collaboration avec les maîtres d'œuvre qui est la clé là, pour la cohérence de ces actions-là. Ouais, ça, les municipalités ont besoin d'aide de beaucoup d'acteurs, justement, pour monter leur plan de conservation, où justement, c'est comme vraiment pertinent de voir un peu tous ces échanges qu'il y a, comme tu dis, avec les maîtres d'œuvre, les organismes de conservation, les différents ingénieurs forestiers, etc. Donc, c'est vraiment riche. Kateri, je te poserais plus la question, justement, de parler de la nouveauté un peu en termes de connectivité au MELCCFP. Donc, je sais qu'il y a comme il y a les aires protégées, il y a les AMCE, mais je sais qu'il y a un dernier petit outil qui est dans un petit panier en ce moment. Donc, si tu voudrais nous en parler. Oui, avec plaisir, exactement. En fait, afin de stopper et de renverser la tendance à la perte de la biodiversité et de faire face à la lutte au changement climatique, on le sait que la stratégie prioritaire, c'est vraiment les aires protégées, hein, mais quand que c'est pas toujours possible, en fait, de créer d'autres aires protégées ou même d'agrandir certaines aires protégées, surtout quand les experts nous demandent de regarder, à prioriser la nature sur 100% du territoire. Donc, quand on regarde la province, la grandeur de la province, il convient de développer une multitude d'outils. Valérie en a mentionné quelques-uns. Il faut vraiment s'adapter à la réalité, aux différentes réalités locales, puis venir valoriser la nature également en dehors des aires protégées. D'ailleurs, juste pour préciser, si j'utilise le mot conservation, j'entends par là autant la protection, la restauration que l'aménagement durable. Donc, bref, pour répondre à cette situation-là, le gouvernement du Québec a effectivement regardé un troisième panier. Donc, on a le premier panier qui s'appelle les aires protégées, qui doit être priorisé. Quand c'est pas possible, on peut regarder le deuxième panier qui sont les AMCE, donc tout nouveau, tout frais, qui doit être valorisé, les autres mesures de conservation efficaces. Puis finalement, éventuellement, il va arriver un troisième panier si jamais on ne peut pas avoir d'aires protégées ou d'AMCE. On peut regarder les MCC, donc les mesures de conservation complémentaires. Et c'est à travers ce troisième panier-là que moi et mon collègue Marc-Olivier, avec la consultation là, de diverses parties prenantes, on est en train de développer un outil de reconnaissance des actions bénéfiques pour la nature qui sont menées par divers acteurs du territoire, que ce soit les communautés autochtones, les MRC, les municipalités, les différents propriétaires, etc. Et un des objectifs de cette reconnaissance-là, c'est de venir valoriser la connectivité écologique. Donc, on regarde les grandes lignes, les critères à quoi peut ressembler cet outil-là. Puis, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est de venir tester l'outil à travers des projets pilotes d'initiatives qui sont déjà en place dans des zones clés pour la connectivité pour venir s'assurer que l'outil qu'on développe est vraiment cohérent avec ce qui se passe sur le terrain, répond vraiment aux besoins, que les gens peuvent vraiment se l'approprier et donc venir bonifier l'outil avant de faire la reconnaissance officielle qui est prévue pour 2027-2028. C'est un troisième panier qui reste quand même innovant, une approche unique quand même au Québec. On ne voit pas d'autres initiatives là, très concrètes à travers le monde. Donc, c'est vraiment un troisième panier qui vise à concilier tout le développement territorial et le maintien de la biodiversité en dehors des aires protégées puis des AMCE. Si je peux faire aussi juste un petit point rapide, là, on parle beaucoup de connectivité, à quel point on a tous un rôle à jouer à travers tout ça, puis c'est important de créer cette synergie-là entre acteurs, comme on l'a mentionné, et pour être sûr de travailler à venir consolider un même réseau écologique. Je vais juste souligner l'importance aussi de partager les connaissances, de partager les données. Il faut vraiment s'arrimer pour qu'on puisse travailler au même endroit, qui sont prioritaires pour les 5 prochaines années. Donc, on doit venir identifier sont où ces zones clés de la connectivité. Puis, souvent, il y a une petite crainte de partager certaines données, même entre experts, mais on doit vraiment travailler ensemble et favoriser nos efforts aux bons endroits qui vont avoir le plus grand impact pour la biodiversité d'ici 2030 et après, rajouter des nouvelles données pour réévaluer nos priorités effectivement. Puis juste mentionner, si vous ne vous trouvez pas dans des zones clés d'importance, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas agir pour la nature, ça veut tout simplement dire qu'il faut peut-être regarder en quoi votre terrain est prioritaire pour un autre objectif de conservation. Donc, même si vous êtes en dehors des zones là, qui sont citées comme importantes pour la nature, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rien faire. Il y a certainement un autre objectif en conservation que vous pouvez atteindre. Et puis souvent, on parle, merci beaucoup Valérie, puis on parle de protéger 30% du territoire d'ici 2030, mais c'est comment bien aménager le 70% qui reste. Donc justement, cet outil-là, des mesures de conservation complémentaires viennent aussi un peu agrémenter un peu comment bien le faire.
Vincent, pareil, sur un petit 3 minutes, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des nouvelles connaissances scientifiques justement sur l'adaptation au changement climatique qui sont à tenir compte en fait dans l'analyse de connectivité? Ouais, ben certainement. Merci d'avoir ciblé ce dossier-là. Je sais que je suis vraiment attenant, j'arrête pas d'en parler à tout le monde de ce temps-ci, de ces nouvelles connaissances-là. Puis ben, j'ai pas fini d'en parler non plus. Donc faut s'y habituer. Bref, dans les dernières années, il y a quand même eu quelques projets pilotes d'analyse des risques de déclin de forêt en fonction des changements climatiques. Donc, je pense que c'est intéressant comme approche de mesurer le risque puis voir comment on devrait intervenir en fonction du risque qu'on observe aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en fait, on est rendu à déployer des analyses plus provinciales. Donc, on vient analyser la sensibilité, l'exposition, les différents peuplements forestiers aux menaces. Puis, c'est vraiment à l'échelle de chaque peuplement forestier qu'on va retrouver là, en forêt privée. Donc, je pense que ça va être super intéressant de faire un lien après ça avec la connectivité écologique. Ben, ça peut être autant à l'échelle d'une forêt, d'un habitat, de la connectivité. Donc, pouvoir analyser la vulnérabilité, par exemple, ou les risques là, qu'il peut avoir dans les différents corridors, par exemple, noyaux. Donc ça, moi, je pense que ça va être quand même une clé des analyses super intéressantes pour la suite. Parce que l'aménagement forestier, dans ces contextes-là, dans le contexte d'adaptation des forêts au changement climatique, doit être perçu comme un outil aussi qu'on a dans notre poche pour pouvoir justement influencer le niveau de résilience, résistance là, de nos forêts. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le voit. Donc, peut-être juste parler du calendrier. Dans le fond, nous autres, ce qu'on prévoit, c'est produire des cartes cette année. Donc, dans la prochaine année, être capable de livrer les cartes, les partager aussi sur Données Québec. On espère que c'est pas juste aux membres des groupements. Là. On veut que ça soit vraiment déployé plus largement. Donc, des cartes pour toute la forêt privée. Puis, une fois qu'on a les cartes, on veut faire des ateliers aussi en région avec tous les experts forestiers puis le milieu en région pour dire, ben, selon le risque que vous voyez, là, comment on doit ajuster nos pratiques pour être sûr d'avoir des écosystèmes finalement qui sont en santé pour l'avenir. Donc, c'est une démarche sur 3 ans au total, là, tout le processus pour être sûr de maintenant être capable de travailler avec ces nouvelles connaissances-là. Merci beaucoup Vincent, puis c'est important comme de toujours tu ramènes souvent la science dans la connectivité, mais avec les analyses, etc. Mais c'est comme vraiment c'est quand même important, puis c'est ce qui fait que ça donne de la chair aussi autour de la connectivité et de la crédibilité. Donc c'est quand même très important. Le temps file, mais j'ai envie d'une petite dernière question, une petite minute par personne, pour voir un peu plus pour ça, en fait, vous demandez quelle action vous avez envie de promouvoir, en fait, que ce soit à titre citoyen ou d'organisme, justement pour encourager tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à se mettre en action. Donc, après ça, on parlera à une petite période de questions, mais juste un petit mot pour se mettre en mouvement. Vincent, tu veux y aller? Ouais, ben peut-être ce qui m'était venu à l'esprit, là, premier réflexe, c'est de dire, bon, ben on est quand même dans des réflexions majeures sur le cadre légal lié à l'aménagement forestier au Québec. On a vu passer un projet de loi là, dans la dernière année. Même s'il a été abandonné, bref, il va y avoir il y a des réflexions qui vont se poursuivre. Puis je pense que c'est important que dans un nouveau projet pour les prochains mois, prochaines années, ben, qu'on puisse intégrer la notion d'indicateur de biodiversité. Connectivité, oui, mais indicateur de biodiversité, là, je pense que ça peut être une clé intéressante. Là. Donc, je pense qu'on peut se mobiliser là, puis avoir le souhait d'intégrer ça dans dans nos réflexions, dans nos pratiques. Donc, puis être capable de le mesurer. Ça, je pense que c'est une clé importante pour le secteur. Mm. C'est important de mettre en avant ces indicateurs-là de biodiversité. Merci beaucoup. Valérie? Oui, ben en fait, s'il y a des MRC ici, vous le savez, là, vous avez un devoir de révision de votre schéma d'aménagement en considérant les attentes des OGAT. Pour les municipalités, vous allez voir percoler tout ça jusqu'à vos plans d'urbanisme éventuellement, mais j'ai comme le goût de vous inviter à aller au-delà de ces attentes-là. C'est une occasion, en fait, à saisir là, les OGAT puis leur intégration dans les schémas d'aménagement pour pouvoir pleinement vous approprier cet enjeu-là. Donc, c'est-à-dire de se former sur la connectivité, de sensibiliser ses élus sur la question, de contacter son maître d'œuvre si ce n'est pas déjà fait.
puis en fait, d'en faire les corridors écologiques une composante à part entière de la planification du territoire, donc pas une arrière-pensée, mais que ça fasse partie de la réflexion en amont, puis qu'on vienne de croiser véritablement avec les autres enjeux puis les autres stratégies qu'on va pouvoir déployer sur le territoire. Puis je ne sais pas s'il y a des citoyens et des citoyennes avec nous aujourd'hui, mais en fait, la révision de ces outils-là, c'est aussi une occasion pour vous de vous impliquer dans le processus, de découvrir un peu, d'une part, là, c'est quoi la révision des schémas d'aménagement et des autres outils d'urbanisme, mais aussi de venir porter vos préoccupations en matière de conservation et de connectivité dans ces espaces d'échange-là. Donc, je vous inviterai à vous impliquer puis à justement porter un peu le message de la connectivité à travers vos interventions. Merci Valérie, je pense que c'est important aussi comme invitation de justement aller se mobiliser pour voir un peu ce qui se passe dans nos municipalités puis dans la réflexion de ces schémas d'aménagement. Marie-André? Ouais, ben en fait, je ramènerais le fait qu'on est vraiment chanceux au Québec parce que on est beaucoup à travailler sur la connectivité écologique, puis on est quand même relativement bien outillés, tu sais, au niveau de la compréhension de la connectivité, des outils en place aussi. Fait que je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de regarder autour de nous. Tu sais, c'est quoi les projets en cours, c'est quoi les ressources qui existent déjà. Il y a vraiment une bonne base sur laquelle bâtir des nouvelles initiatives. Fait que dans le clavardage, je vais mettre deux liens. Un lien vers le site connectivitéécologique.com. Catherine en a fait mention brièvement tout à l'heure, mais sur ce site-là, il y a entre autres, ben, il y a du matériel général sur la connectivité écologique. Il y a aussi trois boîtes à outils, donc une sur la forêt, une pour le milieu municipal, la municipalité MRC, puis une pour le milieu agricole. Et il y a une carte une carte interactive qui rassemble les initiatives actives. Donc, si vous avez un projet lié à la connectivité écologique, je vous invite vraiment à l'afficher sur cette carte-là parce que c'est un outil ben, pour prendre connaissance de ce qui se fait déjà, mais aussi pour partager aux autres ce sur quoi vous travaillez. Fait que c'est vraiment une carte là, qu'on souhaite ramener là, puis que tout le monde utilise pour avoir une vision d'ensemble de tout ce qui se fait. Puis via les deux liens, là, vous aurez aussi des hyperliens vers les maîtres d'œuvre régionaux là, qu'on a mentionnés plusieurs fois déjà aujourd'hui. Merci beaucoup Marie-André. Catherine? Oui, mais je vais mettre mon chapeau de citoyenne. En fait, j'habite dans la zone clé de connectivité Oka-Tremblant. Vous, est-ce que vous connaissez dans quelle zone clé vous habitez ou est-ce que vous connaissez votre corridor? Donc, je vous inviterai en fait à regarder justement, peut-être via la carte qui a parlé Marie-André sur le site connectivitéécologique.com, s'il y a un projet de connectivité qui existe déjà pour savoir finalement, vous habitez dans quel corridor parce que plus qu'on s'approprie notre corridor, plus qu'on apprend à le connaître, plus qu'on l'aime, plus qu'on veut le préserver, puis plus qu'on sait qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour jouer notre rôle. Est-ce que vous connaissez l'organisme maître d'œuvre de l'Initiative québécoise Corridor écologique dans votre secteur ou un autre organisme en environnement qui peut vous aider? Moi, dans mon cas, au cas Tremblant, c'est Éco-Corridor Laurentien, puis je veux dire que c'est assez actif. Hein. J'ai pu participer à des ateliers de co-création, de plans de connectivité, à des journées immersives, de vivre, c'est quoi être dans un corridor écologique. Également, mentionné par Valérie, au niveau des schémas d'aménagement, il va y avoir des consultations. Fait que je sais que je vais faire part là, dès que la porte est ouverte. J'ai reçu un sondage sur le plan climat récemment d'un MRC, donc j'ai pu participer au sondage. Donc, tous des éléments qui sont autour de moi, puis qui font en sorte que je comprends plus quel rôle que je peux jouer à travers justement à soutenir des organismes de conservation, à participer à leur activité et à participer aussi aux activités proposées ou aux consultations proposées par ma MRC. Il y a eu les votes dans les municipales dernièrement, donc on a pu voter. J'avais une personne dans mon secteur qui parlait du plan Nature 2030, comme quoi elle trouvait ça important, puis qu'elle allait voir comment que la municipalité pouvait agir par rapport au plan Nature 2030 quand même. C'est intéressant. Il n'y a pas très longtemps, même les maires, ils ne parlaient jamais de corridor écologique, puis maintenant, on entend ça, là, les gens sont fiers de vouloir dire qu'ils participent au corridor écologique. Donc, bref, là, je m'en vais un peu plus loin, mais aussi, dernièrement, un dernier point, ben, je vous inviterai aussi à visionner le documentaire Corridor, des voix de la nature, qui est disponible sur le site web Savoir Média, et également d'écouter le podcast Objectif Nature, qui peut vous donner des idées de solutions de comment nous, on peut agir là, pour préserver la biodiversité. Merci beaucoup, Catherine, pour ces recommandations. Puis c'est sûr que même là, dans l'audience, on travaille tous souvent dans des organismes, etc. Mais c'est vraiment important de ne pas oublier cet aspect-là citoyen, de justement de pouvoir un peu s'engager en biodiversité autour de nous, de contacter les organismes de conservation ou les maîtres d'œuvre qui sont autour de nous. On va passer à la période de questions, mais merci vraiment à tous nos panélistes d'avoir permis ces beaux échanges-là. On va couper l'enregistrement, puis on va laisser chacun s'y